Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de l'Europe selon Emmanuel Macron. Le chef de l'État a présenté ses projets de réforme de l'UE devant le Parlement de Strasbourg et le dossier est crucial car plusieurs visions s'opposent. Celle du président français qui veut une Europe souveraine, souveraine en matière de sécurité, d'économie, d'écologie, une Europe capable de s'imposer face à Trump, face aux GAFA. Mais l'autre vision est celle de la prudence, voire du statu quo aux yeux du président. Je ne veux pas appartenir à une génération de somnambules, leur dit Emmanuel Macron. La volonté française de transformation a-t-elle convaincu? Nous poserons ces questions à nos invités. Ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Notre match des idées, il opposera ce soir Alexia Germont à Florent Vadillot. Nous reviendrons notamment sur le risque d'enlisement des conflits en cours. SNCF, Notre-Dame-des-Landes, Université, Air France, pas de convergence des luttes, mais des colères qui durent, qui se prolongent, qui s'aggravent même. Quelles conséquences politiques et économiques? Jusqu'où tout cela peut-il aller? Nous en débattrons avec nos spécialistes. L'entretien du jour, nous recevons Véronique Poulain. C'est son histoire qui avait inspiré le film La famille Bélier. Aujourd'hui, elle va nous dire si le regard sur les sourds et malentendants a changé, si les pouvoirs publics, les médias et la société en général en font assez pour les intégrer. Devrions-nous, par exemple, tous apprendre la langue des signes? C'est une des questions que nous lui poserons alors que Public Sénat s'apprête à diffuser les questions au gouvernement avec un traducteur de langue des signes. Mais d'abord, l'Europe. Il y a 6 mois, Emmanuel Macron avait donné sa vision lors du discours de la Sorbonne, celle d'une Europe qui se réforme et qui s'impose. Et à l'époque, il avait convaincu, il avait même enthousiasmé ses homologues européens. Qu'en est-il aujourd'hui? Avant d'en parler avec nos invités, ce sujet d'Aurélien Romano. Avec beaucoup d'emphase, Emmanuel Macron a aujourd'hui tiré la sonnette d'alarme sur la tentation du repli. Moi, je ne veux pas appartenir à une génération de somnambules. Je veux appartenir à une génération qui défendra cette souveraineté européenne, parce que nous nous sommes battus pour l'avoir. Ces souverainetés européennes sont destinées à réconcilier les peuples avec la construction européenne, d'après le président français, qui a détaillé tous les domaines, sécurité, économie, climat, alimentation et sociale, avec une proposition concrète sur le sujet de l'accueil des migrants. Je propose ainsi de créer un programme européen qui soutienne directement, financièrement, les collectivités locales qui accueillent et intègrent des réfugiés. Emmanuel Macron veut dépasser le débat sur les quotas et la répartition des migrants au sein de l'UE. Autre chantier, en vue des européennes de 2019, des débats citoyens. Que j'ai proposé des consultations citoyennes dès cette année. Je lancerai en France celle-ci cet après-midi même. Et je vous invite chacune et chacun, dans vos pays et partout en Europe, à animer, participer à ces débats essentiels. Les groupes parlementaires ont diversement apprécié ce discours selon leur couleur politique. Le président français a des soutiens forts, comme le chef du groupe libéral, Guy Verhofstadt. J'ai l'impression que comparé aux conservateurs en Europe, même la SNCF est encore un bastion de réformateurs. Ça, je dois vous dire. Mais aussi des soutiens plus réservés du côté de la droite européenne. Mon groupe est enchanté de vous voir ici. La France est un pays fier. Mais vous savez que la France ne peut être forte que si l'Europe est forte. Le chef du groupe majoritaire du Parlement européen et d'autres députés ont ainsi rappelé à Emmanuel Macron que la France ne peut plus décider pour toute l'Europe. Même la légitimité du couple franco-allemand comme moteur est remise en question. Et avec nous pour aller plus loin ce soir, Jean Bizet, bonsoir, sénateur LR de la Manche et président de la Commission des Affaires européennes. Vous avez assisté ce matin au discours d'Emmanuel Macron au Parlement de Strasbourg. Mathias Tavel, orateur national de la France Insoumise, auteur de Insoumis en Europe aussi. Bonsoir. Philippe Bonnecarrère, sénateur centriste du Tarn, vice-président de la Commission des Affaires européennes. Et Claire Rabès, vice-présidente et porte-parole du think tank Point d'ancrage. Merci à tous les 4 d'être ici. Je voudrais qu'on revienne tout de suite sur cette souveraineté sur laquelle Emmanuel Macron a beaucoup insisté ce matin. Il en a distingué 5. Souveraineté en matière de sécurité et de défense, souveraineté économique et commerciale, souveraineté climatique et énergétique, souveraineté en matière de santé et d'alimentation, souveraineté numérique. Jean Bizet, est-ce qu'Emmanuel Macron a eu raison d'insister sur cette notion très forte de souveraineté? Oui, absolument, pour la bonne raison, c'est que dans ce monde très globalisé, plus on veut être souverain et peser, plus il faut être européen. Parce qu'à titre individuel, les nations ne pèsent plus. Et j'avoue que même si je n'ai pas entendu le souffle qu'on avait pu entendre, je dirais, au discours de la Sorbonne, c'est un discours particulièrement clair. Et quand il emploie les termes somnambule, il fait référence aussi, et je l'ai perçu comme tel, au très bel ouvrage de Christopher Clark, voyant que
dans les années 40, l'Europe est allée, je dirais, vers la guerre en marchant, je dirais, comme des somnambules. Donc c'est un discours très volontariste dans lequel, si vous voulez, le travail que nous faisons au niveau de la Commission des Affaires européennes, nous nous retrouvons assez aisément parce qu'il a décliné toutes les différentes gammes de la puissance de l'Europe. Alors Philippe Bonnecarrère, je vais vous demander votre avis dans un instant. Juste une Europe souveraine, c'est aussi le terme qu'a utilisé le député européen Jean Arthuis au micro de Nora Hamadi, qui est notre envoyée spéciale à Strasbourg. On l'écoute. Il faudra d'autres moyens si on veut répondre à satisfaire ce qu'on appelle ces biens communs européens, c'est-à-dire des grands enjeux qui ne sont plus dans la main des États à l'échelon national, en matière de sécurité, de défense, de migration, d'économie du numérique, de lutte contre le terrorisme mondialisé, de protection des climats. On voit bien que sur ces questions-là, seule l'Europe peut retrouver l'efficacité que n'ont plus les États membres. Mais Philippe Bonnecarrère, il y a une question centrale qui se pose. Comment on articule la souveraineté européenne avec les souverainetés nationales ? Je crois que c'est à travers justement cette notion de souveraineté partagée. Il faut sortir d'un vieux clivage entre une vision nationaliste ou souverainiste et une vision purement fédérale. L'idée de la souveraineté partagée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les moyens d'action de notre pays, les moyens d'action de nos concitoyens, on les a à la fois au niveau national et au niveau européen. Il y a beaucoup de choses que, fort heureusement, on peut encore faire sur le plan national, mais au regard des enjeux internationaux, des enjeux continentaux, des relations avec les États-Unis, avec la Chine ou avec la Russie, des débats économiques, les questions de défense, les questions de migration sont aujourd'hui des questions qu'on ne peut traiter qu'au niveau européen. Et je crois que c'est dans la manière dont s'ajuste cette double souveraineté à la fois nationale et européenne qu'à mon avis est la clé de la réussite pour le président de la République. Et j'ai la faiblesse de penser, son action étant vraiment nécessaire et digne d'estime, la clé également pour notre pays. Alors regardons précisément les annonces ou les confirmations d'Emmanuel Macron dans ce discours. J'en ai compté 4. Voici ce que propose le président français. Un programme européen qui finance l'accueil des réfugiés par les collectivités, une taxation du numérique qui pourrait créer des ressources propres, une réforme de l'Union économique monétaire européenne, une protection des droits d'auteur des créations artistiques européennes. Mathias Tavel, est-ce que ce plan de réforme vous paraît tout de même ambitieux ? Non mais M. Macron est très fort pour faire des discours ambitieux qui sont l'exact contraire des décisions qu'il prend, parce qu'il va vanter la souveraineté européenne en matière de défense au lendemain d'une intervention militaire en Syrie qu'il a décidé tout seul en désaccord avec tous ses partenaires européens, à part le Royaume-Uni qui va s'en aller. Il nous dit qu'il faut une souveraineté commerciale alors qu'il est rallié aux accords de libre-échange avec le Canada, avec le Mercosur, etc., qui sont la négation même d'une souveraineté commerciale qui pourrait s'exercer. Voilà. Mais au-delà, la question de la souveraineté européenne, moi je mets en garde, il n'y a pas de souveraineté européenne. Il y a une seule souveraineté en République, c'est la souveraineté populaire. Or, il n'y a pas aujourd'hui de peuple européen. Et la façon dont l'Union européenne s'est construite et dont M. Macron propose de continuer à la construire, c'est une Europe qui se construit contre la souveraineté des peuples. Enfin, il faut quand même rappeler qu'en France, la dernière fois que les Français ont exprimé leur souveraineté sur la question européenne, ils ont voté non. Et pourtant, ces traités s'appliquent. Donc qu'on ne vienne pas aujourd'hui nous dire qu'on va faire la souveraineté au niveau de l'Europe, alors même que la souveraineté du peuple français est bafouée chaque jour par l'existence même de ces traités européens. Sauf qu'il y a potentiellement ce risque pointé du doigt par Emmanuel Macron, et c'est l'une des phrases fortes de ce discours, je ne veux pas appartenir à une génération de somnambules. Est-ce qu'il y a, oui ou non, ce risque de paralysie, de somnambulisme de l'Europe, dans lequel d'ailleurs peut-être l'Europe serait déjà tombée ? Bien sûr, enfin, je crois que Emmanuel Macron part d'un constat simple. On est entouré de pays où les extrêmes ont pris leur place. En Italie, c'est le mouvement 5 étoiles, la Ligue du Nord qui empêche aujourd'hui de gouverner. On a la Pologne, la République tchèque, la Autriche. Tous ces pays ont des difficultés aujourd'hui à trouver un gouvernement stable et en tout cas qui nous permettent aujourd'hui d'avancer sur l'Europe. À partir de ce constat, il faut agir. C'est le discours qu'on entend aujourd'hui d'Emmanuel Macron, qu'on salue tous. On ne peut pas être contre le sentiment. Vous le saluez, vous ? Bien sûr, Emmanuel Macron est pro-européen et l'assume. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas eu un président de la République qui assumait aussi fortement ses idéaux. Par contre, et on peut le dire sincèrement et tout de suite, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Son discours n'était pas si clair. De quelle souveraineté on parle exactement ?
la souveraineté au niveau de la zone euro, et donc dans ce cas-là, effectivement, on a déjà une monnaie, une souveraineté qui est un petit peu autre, ou est-ce qu'on parle vraiment de la souveraineté au niveau de l'Union européenne totalement? Et dans ce cas-là, effectivement, on voit apparaître un clivage entre Est et Ouest dont on pourra peut-être reparler, mais qui est aujourd'hui vraiment important pour poursuivre l'Europe et pour pas être seul et partir avec une vision très franco-française de l'Union européenne, ce qu'on a tendance à faire et ce que je me permets de dire, Emmanuel Macron est très fort pour faire. Alors, Jean Bizet, il y a 6 mois, vous l'avez un petit peu évoqué, il y a 6 mois, le discours de la Sorbonne avait particulièrement marqué les esprits. Emmanuel Macron apparaissait comme un second souffle dans cette Europe un peu fatiguée, un peu affaiblie. Aujourd'hui, l'enthousiasme est un petit peu retombé. Écoutez le député européen Emmanuel Morel, toujours au micro de Nora Madi. Emmanuel Macron nous avait habitués à mieux. Le discours de la Sorbonne, le discours d'Athènes, ça avait un peu de souffle, même si on n'était pas forcément d'accord sur tout. Là, j'ai trouvé que ses propos étaient ternes, donc sur la forme, et puis sur le contenu, pas grand-chose. La plupart des sujets majeurs qui intéressent les gens, le dumping social, le dumping fiscal, la question des politiques économiques, la question du libre-échange, tout ça a fait l'objet de propos vagues, sans proposition réelle. Et je comprends la déception d'un certain nombre de mes collègues. Et vraiment, c'est une surprise. Je m'attendais quand même à ce que le président français soit un petit peu plus enthousiaste et un petit peu plus ambitieux. Jean Bizet, vous êtes d'accord sur ce point avec Emmanuel Morel? Il a manqué de souffle aujourd'hui, Emmanuel Macron? Et si oui, comment vous l'expliqueriez? Je trouve qu'il a effectivement manqué de souffle. Alors je suis désolé d'avoir la même analyse que M. Morel, parce que nous sommes vraiment très différents. Je crois tout simplement parce que il vient de prendre conscience que le couple franco-allemand qui est véritablement nécessaire pour faire avancer l'Europe, le gouvernement Merkel 4 ne va pas être aussi facile, je dirais, à organiser en termes de complémentarité. Tout simplement, regardez ce qui se passe dès aujourd'hui au Bundestag, où le Bundestag veut encadrer, je dirais, l'action de la chancelière. Et là, il s'aperçoit que c'est quand même très différent de ce qu'il a pu réaliser, je dirais un petit peu à la hussarde en France. J'ajoute à cela que les Pays-Bas, en quelque sorte, au travers de l'Alliance, qui n'était pas aussi évidente que ça, avec les 7 pays, les pays baltes, un certain nombre de pays d'Europe du Nord, ont clairement annoncé la couleur, et donc ils voient apparaître un certain nombre de fronts, et que le couple franco-allemand ne sera pas suffisant. C'est la raison pour laquelle j'étais avec quelques collègues il y a plus d'un mois aux Pays-Bas, juste avant la déclaration des Pays-Bas, pour essayer de trouver, je dirais, le troisième homme. On ne peut pas vivre simplement en couple franco-allemand. Et c'est la prise de conscience de ces réalités européennes qui font peut-être que Emmanuel Macron a été extrêmement sincère aujourd'hui. Et moi, ce discours me va bien, mais c'est vrai que je n'ai pas senti le souffle de la Sorbonne. Parce que lui-même est peut-être découragé, vous êtes d'accord, Philippe? Peut-être un peu désabusé. Philippe Bonnecarrère. Pourtant, il a été applaudi une dizaine de fois, l'accueil a été plutôt chaleureux. Peut-être un premier point pour évacuer des formules un petit peu à la va-vite. Je viens d'entendre il y a quelques secondes une sorte de grief en illégitimité de l'action européenne. Je rappelle que le président de la République a été élu sur un programme clairement européen et que pour la première fois depuis longtemps, un candidat à la présidence de la République faisait s'approprier ce thème européen et le proposer aux Français. Donc pour le thème... L'élection d'Emmanuel Macron... Vous allez pouvoir répondre. Pour le procès en illégitimité, je pense qu'il faudra peut-être passer. En ce qui concerne les deux sujets qui ont été évoqués en quelques secondes et lancés sans aller plus loin dans le débat public, défense et commerce, ce sont deux sujets typiques où on a besoin de plus d'Europe. On comprend bien que la défense aujourd'hui, elle doit être vue non pas simplement au niveau national, mais au niveau européen, de la même manière que le combat économique ou le combat commercial est un combat qui nécessite plus d'Europe. Donc méfiez-vous des formules trop rapides. Sur la question du souffle, aujourd'hui ou pas, je pense que le président de la République est dans les réalités. Il est avec une ambition européenne qui est très forte. Elle lui ténaillait au cœur. Il a cette vision des choses, les valeurs européennes, la démocratie à l'européenne sont pour lui essentielles. Et bien sûr, il est dans les réalités. Et dans les réalités, il y a le fait que notre pays a beaucoup abusé de sa prise de parole, a souvent donné le sentiment de donner des leçons aux autres. Et donc, il a, à mon avis, voulu changer d'approche par rapport à cet historique français, en étant réaliste,
On lui reproche souvent d'avoir trop d'ambition pour l'Europe. Il a voulu être dans un moyen terme en présentant des évolutions qui sont possibles. Donc je pense qu'il garde bien son cap, mais il sait qu'il doit s'inscrire dans le temps. Et il faut probablement aussi dire à nos concitoyens que les changements qu'ils souhaitent en Europe, je pense que notre pays aura la capacité de les impulser, mais il faut accepter de dire à nos concitoyens que cela se fera aussi avec le temps. Mathias Tavel, vous vouliez réagir? Oui, parce que j'entends dire il faut plus d'Europe, mais pour faire quoi? Plus d'Europe pour faire des accords de libre-échange, plus d'Europe pour faire l'Europe de la guerre avec la Russie? Bien sûr que non. Aujourd'hui, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'Emmanuel Macron et l'Union européenne, c'est la même chose. Lui faire la guerre. Si, exactement. D'ailleurs, c'est le seul adversaire qu'Emmanuel Macron a cité. Il n'a pas cité Daesh, il n'a cité comme seul adversaire la Russie de M. Poutine. Bon. Mais si l'intervention de Macron manque de souffle, c'est parce que sa politique, tout simplement, manque de souffle. C'est la même politique que celle de l'Union européenne. Regardez la SNCF, M. Macron applique très docilement la mise en concurrence prévue par les paquets ferroviaires européens et les traités européens. Donc, tous les autres pays ont déjà réglé le problème. Et de quelle façon? Et de quelle façon? Ça coûte plus cher, ça marche moins bien et les sociétés investissent moins. Ce n'est pas un débat sur la SNCF, je vous le rappelle. Non, mais parce que ça commence à bien faire que dès qu'on parle d'Europe, c'est merveilleux. Aujourd'hui, l'Europe, M. Morel avait raison de le rappeler, c'est les 500 000 travailleurs détachés qui sont exploités et qui viennent faire de la concurrence déloyale et sur lequel M. Macron a obtenu un accord qui est un accord nul et non avenu. Parce que votre propre commission disait que la durée moyenne, enfin c'est peut-être pas la même, une commission d'enquête du Sénat disait que la durée moyenne d'un détachement c'était 43 jours en France et M. Macron se vante comme grande avancée de l'avoir réduite la durée maximale à 1 an, ce qui n'aura aucun effet dans les concret. C'est 3 mois pour le bâtiment. Donc voilà, donc M. Macron parle pour ne rien dire. Il a fait perdre 1 an à la France au niveau européen en attendant patiemment que Mme Merkel ait fini de faire sa coalition. Et alors qu'il fallait prendre appui sur le peuple français, sur son vote de 2005, sur la volonté qu'il y a de rompre avec un certain nombre de politiques européennes, de sortir du dogme des traités européens en matière de concurrence, de services publics, de libre-échange, pour proposer enfin une autre voie pour l'Europe. Voilà, c'est ça le message que la France insoumise porte. Enfin, M. Macron aujourd'hui a en quelque sorte privatisé le Parlement européen pour lancer sa campagne des élections européennes. D'ailleurs, lui-même ne s'en est pas caché. Mais j'espère au moins qu'on va avoir dans l'année qui vient l'occasion d'un débat franc. Mais en Europe, comme en France, Macron, 1 an, ça suffit. Claire Rabès, j'aimerais bien vous entendre sur ce potentiel manque de souffle, sur ce discours d'aujourd'hui, alors qu'effectivement, il y a 6 mois, à la Sorbonne, il avait plutôt impressionné. Oui, tout à fait, c'est vrai. Mais je crois qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron fait un constat simple, encore une fois, c'est-à-dire qu'il a un manque de réseau bruxellois construit. Il n'a pas de parti, de famille politique sur laquelle s'appuyer. Les institutions sont faibles, c'est-à-dire que la Commission européenne fait des propositions aujourd'hui qui sont effectivement politisées. C'est le propre de la Commission Juncker, mais qui sont aussi très controversées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, effectivement, les pays de l'Est sont vent debout contre un certain nombre de propositions de la Commission Juncker qui prend de fait quand même le parti d'une Europe de l'Ouest qui était à 15. Donc aujourd'hui, Emmanuel Macron manque de souffle parce qu'effectivement la ligne politique n'est pas claire. On essaye de transposer au niveau européen une politique française et surtout une méthode française. C'est-à-dire qu'on a une vision et une volonté d'agir seul. On a un régime présidentialiste. Par exemple, les Allemands, on en parlait tout à l'heure, c'est un régime parlementaire. On ne pourra pas faire sans les corps intermédiaires. On ne pourra pas faire sans la société civile. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron... C'est intéressant que vous parliez de méthode, on va en parler dans un instant. Jean Bizet, d'abord, vous vouliez réagir. Comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Philippe Bonnecarrère, le président de la République se heurte au principe de réalité. Et qu'en Europe, on ne construit qu'au travers des alliances, des alliés, etc. Et ça demande du temps. Et ce jeune homme un peu pressé, jusqu'à maintenant, n'a pas intégré cette notion. Voilà le problème. Excusez-moi, votre condescendance, monsieur, sauf votre respect, monsieur le C'est comme ça que l'on se comporte au Sénat, a priori. Oui, enfin ici, c'est pas le Sénat, c'est une chaîne de télévision. Et mon âge ne me permet quand même aussi d'avoir une analyse. J'ai écrit 2 livres sur l'Union européenne, dont le dernier qui est ici, je vous l'offrirai si vous voulez. Je pense que
on peut au moins avoir le respect de l'interlocuteur qu'on a en face de soi. Alors, j'ai pas vu de manque de respect, j'ai dû louper un épisode, mais on va peut-être pas rester Pardon, dessus mais dire que parce que je suis jeune, je suis pressé, je ne veux pas comprendre. Ah non, il parlait d'Emmanuel Macron. Non, je parlais du président de la République. Il parlait d'Emmanuel Macron. Voilà. Je suis désolé. Vraiment, il parlait de la jeunesse d'Emmanuel Macron. Je ne m'adressais pas au président de la République. Et du manque de réseau. Ah non, pas du tout. Donc c'est très bien, je n'avais pas loupé d'épisode, ça me rassure. Non, pas du tout. Ça viendra peut-être. Alors pour le coup, je prends aussi la défense de M. Macron. Là, je n'ai pas un critère. Et on peut avoir très bien. Et même être plus jeune. On va noter que vous défendez Emmanuel Macron. Le principe de Saint-Just était très jeune quand il a été élu à la Convention. Philippe Bonnecarrère, je voudrais juste vous faire réagir parce qu'effectivement, Claire Abès parlait de méthode. Est-ce qu'il n'y a pas effectivement un problème de méthode? Regardez ce qu'a déclaré Emmanuel Macron dimanche sur BFM. C'est maintenant que se joue le destin de l'Union. Nous avancerons avec ceux qui voudront bien avancer. Ceux qui ne suivront pas devront accepter de rester aux marges de l'UE. Regardez maintenant les propos de Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes, interrogée sur TV5 Monde dimanche dernier au sujet de l'absence des listes transnationales lors des prochaines européennes. Regardez ce qu'elle dit. C'est un projet que nous avions porté. Malheureusement, il s'est heurté, je cite, au conservatisme des vieux partis européens représentés au Parlement européen. Est-ce qu'il y aurait un petit peu dans l'esprit d'Emmanuel Macron et de son équipe la vieille Europe et la nouvelle Europe que eux voudraient transporter? Je ne crois pas que l'approche est une telle prétention. Par contre, je crois que tout est vrai dans les citations qui ont été faites. C'est-à-dire que pour faire avancer l'Europe, il faut à la fois la volonté des Français et des Allemands, mais cela ne suffit pas. C'est une Europe à 27 ou 28. Et donc, il faut faire preuve de modestie, d'abnégation, d'humilité et d'aller chercher l'accord de chaque pays individuellement. Et ça, le président l'a bien compris, il le fait. Il est très présent en Europe. Il est par exemple allé dans les pays baltes pour essayer de les convaincre. Et après, il faut utiliser toutes les méthodes. La vieille méthode de construction de l'Europe, petit pas par petit pas, elle est toujours valable. Il faut aussi essayer de faire de plus grands pas sur l'euro. Il essaie de tester toutes les méthodes pour avancer. Donc il garde le cap d'une ambition pour l'Europe, je crois que sa volonté est intacte, mais il utilise tous les moyens qui sont à sa disposition et il se rend compte qu'effectivement, tous les pays n'ont pas la même approche et en particulier, le temps qui a été nécessaire aux Allemands pour se remettre en action a effectivement pénalisé, mais je pense que c'est une action qui va rebondir et qu'effectivement les élections européennes seront la date où j'espère que l'ensemble des pays d'Europe reposeront les questions sur ce qu'ils veulent. Et à ce moment-là, je pense qu'effectivement, les propos et l'action du président de la République français trouveront toute leur plénitude. Vous vouliez réagir? Un des tendons d'Achille de l'Europe, c'est effectivement son manque de réactivité. Et quand on parle d'une Europe à plusieurs vitesses, ce que je n'aime pas, une Europe à cercle concentrique, ce que je n'aime pas. Par contre, ce que j'aime bien, c'est de parler des coopérations renforcées. Les traités nous le permettent à partir de 9 États. Et là, on l'a insuffisamment utilisé pour permettre à ceux qui veulent aller plus vite d'être, entre guillemets, pour reprendre les propos du président de la République, vous voyez, je l'aime bien quand même, je dirais, d'être de premier de cordée, et les autres pays s'y agrégeront. Alors je sais qu'une partie des pays de l'Europe de l'Est n'aiment pas cela, mais c'est pas du tout contre eux. Je crois qu'il faut impérativement les agréger à des politiques qui, dans un premier temps, ne pouvaient pas être auxquels ils peuvent adhérer dans un premier temps. Claire Abès. Oui, je crois vraiment que les coopérations renforcées, c'est un outil dont on parle depuis des années. On les a insuffisamment utilisées, mais parce qu'elles sont inutilisables en fait. Aller trouver aujourd'hui 9 pays et aussi, effectivement, pourquoi faire au-delà de la boîte à outils, quel plan on met d'abord à l'agenda européen? Est-ce que c'est la transition pour le énergétique européen, ça a été magnifique. Oui, ça a été magnifique. C'est un one-shot. Aujourd'hui, on a quand même un dernier pari à faire. L'Europe peut exploser à 3, à 5 ans. Avant, on la prenait pour acquise. Je crois qu'aujourd'hui, on a le Brexit qui nous montre que c'est absolument pas acquis. On n'a plus le temps de prendre le temps d'utiliser tous les outils à notre disposition. Les coopérations renforcées, franchement, ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous proposez d'autre? Mais surtout, Mathias Tavel, rapidement, après on avance sur la troisième partie. Une des coopérations renforcées qui a été totalement enfoncée, c'était sur la question de la taxe sur les transactions financières et qui a été verrouillée, notamment par l'action du gouvernement français, de M. Hollande, puis aujourd'hui de M. Macron. C'est vrai que M. Hollande n'aimait pas la finance. Mais même la taxation il n'aimait pas la taxation sur les transactions financières et M. Macron non plus. Donc on voit bien que la question c'est d'abord pourquoi faire. Si c'est pour faire
plus de dumping, plus de libre-échange, alors l'Europe n'avancera pas et les peuples finiront par s'en détourner. Si à l'inverse, c'est pour faire le respect de la souveraineté, 100% d'énergie renouvelable, un protectionnisme européen qui nous protège contre les multinationales et le dumping qu'elles mettent en concurrence, une égalisation à marche forcée des conditions de travail pour qu'il n'y ait pas cette concurrence déloyale qui vienne, alors là, oui, vous aurez un soutien populaire. Mais si c'est pour continuer la destruction des services publics et de tout ce qui fait aujourd'hui la France républicaine, alors clairement, vous ne l'aurez pas. Et en tout cas, il est très probable que peu de Français le sachent, mais il y a plus de 70 députés européens représentant la France à élire au Parlement européen en 2019. Problème, cela n'intéresse pas les électeurs, ou si peu. On va regarder ensemble le taux de participation lors des européennes de 2014. Taux de participation global, à peine plus de 42%. En France, 42,43%. 89,64% en Belgique, où le vote est obligatoire. 74,8% à Malte, où le vote n'est pas obligatoire. Et c'est très net, vous l'avez un petit peu dit, les pays de l'Est votent très peu, à peine 20% en moyenne en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie. Et pour cause, les eurosceptiques sont tout de même nombreux en Europe, à l'image de Florian Philippot qui a eu un échange assez vif avec Emmanuel Macron cet après-midi. Regardez. Votre jury est là, dans les rangs de la Commission européenne. Et c'est lui qui chaque jour vous évalue. Et c'est lui qui aujourd'hui va vous mettre une note. Rassurez-vous, votre note sera excellente. Parce que votre discours a repris sans surprise tous les canons du catéchisme européen. Votre jury vous accorde un bon point quand vous parlez de souveraineté européenne, manière on ne peut plus fallacieuse de saper la souveraineté nationale, la seule qui vaille en démocratie. Quant au projet, qui serait le vrai projet français, enfin les Français l'ont choisi au mois de mai dernier. Vous défendiez l'un et l'autre, un projet. Il a perdu. Et il a perdu parce que le peuple français en a décidé ainsi. Alors, il nous reste malheureusement assez peu de temps, mais je voudrais votre avis. Moi, de cette séquence, je tire plusieurs enseignements. Un, qu'effectivement l'Europe est extrêmement divisée, et de deux, qu'il y a un vrai manque d'intérêt des peuples pour l'Europe, puisqu'on l'a vu dans le taux de participation. Et est-ce qu'il y a, oui ou non, deux blocs Est-Ouest? Jean Bizet. C'est un peu caricatural. Il y a un malaise à l'Est. Je crois qu'il faut que ces pays, si vous voulez, que l'on a accueillis au lendemain de la chute du rideau de fer, comprennent bien que l'Europe, c'est aussi l'adhésion à des valeurs. L'Europe, ce n'est pas forcément et uniquement un tiroir-caisse. Les fonds de cohésion sont nécessaires pour leur permettre de rattraper le retard qui a été le leur. Donc, mais je suis... Pourquoi vous dites tiroir-caisse? Parce que la Macédoine et l'Albanie vont entrer en négociation. Enfin, en tout cas, Bruxelles a donné son aval pour l'autorisation. Oui, mais ça peut durer des années et des années. Parce que vous savez très bien que maintenant, pour accueillir un nouvel État membre, il faut passer par un vote, si vous voulez. Et ne rêvons pas. Ceci étant, il ne faut pas désespérer ces peuples. Il faut leur adresser des messages. Et tout progrès qu'ils pourront faire dans l'acquisition, si je puis dire, des valeurs européennes, ce sera un plus et un élément de stabilisation pour l'ensemble de l'Union européenne. Mais si vous voulez, avec le Brexit d'un côté, si on veut être un peu positif, moi je vois également l'émergence d'une Europe, je n'ai pas d'autres termes qui me viennent à l'esprit pour le moment, à plusieurs vitesses et permettent à ces pays, si je puis dire, d'être en zone d'attente. Mais si nous ne leur envoyons pas des messages, croyez-moi, ils retomberont sous l'influence de la Russie ou de la Chine. Philippe Bonnecarrère. Je crois qu'il faut arriver à allier vis-à-vis de nos concitoyens l'ambition européenne et la capacité de leur démontrer en quoi concrètement l'Europe peut améliorer leur situation. Quand on parle de fiscalité, pour qu'il n'y ait pas de fraude fiscale, il faut qu'on s'entende sur la même définition de nos règles fiscales. Il fait qu'on ait les mêmes autorités de poursuite. Et vous comprendrez bien que pour taxer Amazon et Google, on y arrivera quand même plus facilement sur l'aspect européen que sur l'aspect national. En matière de défense, si vous voulez avoir les moyens de défendre nos concitoyens, on voit bien que c'est aujourd'hui à l'échelle de l'Europe. La lutte contre le terrorisme, les terrorismes, ils ne sont pas cantonnés dans des frontières, ils se déplacent, quels que soient les sujets. On voit que nous devons à la fois porter les valeurs européennes et une ambition, mais nous devons être capables, sujet par sujet, de démontrer la plus-value européenne qui est réelle, mais encore faut-il
accepté de faire cet effort auprès de nos concitoyens. Il n'a pas été fait pendant des décennies. Non seulement il n'a pas été fait, mais tout ce qui était bien était ce qui était de niveau national. Tout ce qui n'était pas bien, c'était Bruxelles. C'est ça qu'il faut arriver à renverser. Mathias Tavel, rapidement, malheureusement. Non, mais on ne combattra pas l'évasion fiscale avec M. Juncker comme président de la Commission qui a organisé pendant 20 ans Mathias Tavel, la question c'est est-ce que la France peut le faire mais seule? La question c'est qu'on y arrivera mieux seul ou avec quelques pays qu'avec des paradis fiscaux en Europe comme les Pays-Bas ou l'Irlande. Ça c'est une évidence. Enfin, tant que vous laisserez l'unanimité en matière fiscale et ces pays pouvoir décider et tout bloquer, alors clairement on n'arrivera à rien. Mais après, si vous voulez que les gens viennent voter aux élections européennes, commencez par respecter leurs décisions quand ils s'expriment sur les sujets européens. C'est vrai du référendum en France qui a été bafoué, c'est vrai du référendum du peuple grec qui avait rejeté les mesures d'austérité qui lui ont été imposées quand même. Donc voilà, si vous voulez une Europe des peuples, alors il va falloir continuer cette bataille et nous on va le faire avec la France insoumise et nos alliés européens. Il y a une déclaration vous qui a aussi été vous signée partez en campagne la semaine dernière avec Podemos l'espagnol et le bloc de gauche portugais. Nous avons nous aussi des alliés européens et ils sont autrement plus agréables à regarder que les alliés de M. Macron. Il nous reste quelques secondes. Juste pour finir, je crois que c'est important de ne pas opposer démocratie illibérale d'un côté qui serait à l'Est avec les vieilles démocraties qui, elles, seraient totalement fraîches et disposées. Le Front National était au deuxième tour juste l'année dernière, je crois qu'il faut s'en rappeler, et il était assez haut. Et on peut s'en gargariser, mais ça ne marchera pas. Donc aujourd'hui, comme monsieur le disait, effectivement, c'est taxation des GAFA. Parce qu'on y arrivera mieux en Europe, parce qu'il nous faut plus d'Europe. Il nous faut, évidemment, il nous faut rapidement faire l'union bancaire, vraiment la finaliser. Il faut arriver à une zone euro qui soit vraiment démonstrative et qui puisse justement avoir de vrais relais citoyens, c'est-à-dire montrer qu'aujourd'hui, avoir l'euro, c'est une puissance monétaire. Donc au niveau des accords commerciaux, ça veut dire qu'on peut avoir des avantages en tant qu'Union européenne. Mais on doit s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. Dans un instant, c'est le match des idées. Il va opposer Alexia Germont à Florent Vadillo. On va revenir sur ces conflits qui s'enlisent dans le pays. Université, SNCF, Notre-Dame-des-Landes, Air France. L'exécutif prend-il suffisamment au sérieux ces grognes qui ne s'éteignent pas? On va tenter de répondre à ces questions après ce sujet de Flora Sauvage. Université bloquée, affrontement sur la ZAD, cheminots en grève. Alors que les journées d'action se multiplient, le spectre de l'enlisement pointe le bout de son nez. Une semaine après le début de l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, la préfète de région recevra demain une délégation d'opposants pour tenter de trouver une porte de sortie. Mais jour après jour, les affrontements perdurent avec les forces de l'ordre. Cet ultimatum du 23, qui est quand même un temps très très court, c'est pas du tout des conditions pour un véritable dialogue. Ça ressemble beaucoup plus à une sorte de coup près qui cherche à imposer un modèle et un timing qui est étouffant. Dans les facultés comme à Nanterre, la situation est tendue. Afin de lutter contre la réforme de l'université, une assemblée générale a voté ce matin pour une reconduction du blocage de la fac, malgré la tenue de partiels cette semaine. Mais pour le chef de l'État, il n'y a pas de convergence des luttes. Je conteste l'orientation de votre question qui viserait à avoir une logique ou à vouloir créer une coagulation dans ces mécontentements. Il n'y en a pas tant que cela. Et le mécontentement des cheminots a peu à voir avec le mal-être profondément légitime qui est à l'hôpital et qui dure depuis des années. Alors que la grève en pointillé se poursuit à la SNCF, l'Assemblée nationale vient d'adopter en première lecture le projet de loi de réforme ferroviaire. La CGT Solidaire appelle jeudi 19 avril à une mobilisation nationale dans l'espoir de former un front unique contre la politique du gouvernement. Avec nous pour ce match des idées ce soir, Alexia Germont, bonsoir, présidente fondatrice du think tank France Audacieuse, et Florent Vadillo, bonsoir à vous également, président du think tank L'Hétérie. L'exécutif a sûrement pensé à un moment donné que tous ces mouvements finiraient par s'arrêter finalement gentiment et tranquillement. Or, ce n'est pas du tout le cas, rien ne se calme, en tout cas pour le moment. Est-ce qu'il y a un véritable risque d'enlisement, Alexia Germont ? Je crois qu'il faut souligner qu'on est effectivement passé des simples mécontentements à de vraies contestations. Et la question que vous posez dans ce cadre-là, c'est de savoir si ça peut prendre forme quelque part. Je crois que le risque d'enlisement est différent selon les conflits. Exactement. Et en fait, si on essaye de tracer une ligne de démarcation, c'est certainement dans les conflits les plus politisés que le risque est le plus fort. Donc effectivement, vous avez aujourd'hui Notre-Dame-des-Landes, Air France, la SNCF et puis les universités. Notre-Dame-des-Landes, ça va se régler.
écoutez, c'est une question... On savait que l'expulsion serait longue, d'une part. Les opposants voient la préfète demain. Exactement. Et d'autant qu'ils n'ont pas le droit d'être sur place. Sur Air France, qui est une grève qui a été un peu mise de côté par rapport à la SNCF qui a tenu le haut de l'affiche, aujourd'hui, on est face à une grève salariale. Ce n'est pas un sujet de réforme, mais c'est un sujet de grève salariale. Au passage, depuis fin février, on a quand même eu 8 jours de grève. On va en avoir plus. Ça va coûter 270 millions d'euros à la société. Et on est sur des sujets où les syndicats demandent des hausses salariales, alors qu'en parallèle, on sait sur la place que Air France est très compétitive en matière de salaire. Et il y a parallèlement ce qu'on appelle le GVT, donc le glissement, vieillissement, technicité. Sur la partie SNCF, là, on est au cœur du débat sur un projet de réforme et au fur et à mesure que la grève avance et prend forme d'un côté comme de l'autre, puisque les usagers aussi s'organisent, vous avez là deux visions du service public qui s'opposent. Et enfin, sur l'université, je crois qu'il faut souligner, parce qu'on ne l'a pas beaucoup entendu, donc vous avez 3 pôles majeurs, Montpellier, Nanterre et puis la Sorbonne. À Nanterre, hier ou aujourd'hui, vous avez eu des cheminots de Sudrail qui sont venus prêter main forte à quelques militants qui étaient en fait très politisés. C'est là où on touche le cœur du débat, des militants très politisés, et puis avec un risque effectivement de passerelle qui peut se faire. Et j'ajoute qu'il y a un appel à la grève à la RATP pour jeudi et vendredi au nom de la convergence des luttes. Pour la première fois, le mot est véritablement employé. Florent Vadillo. Oui, on est face à une stratégie politique et elle est normale de convergence des luttes parce que les organisations syndicales qui étaient en ordre dispersé, qui avaient eu du mal à exister sur les précédents textes, notamment sur les ordonnances travail, dont le front avait été totalement fracturé par une stratégie de dialogue social du gouvernement qui était plutôt efficace. Aujourd'hui, les organisations syndicales sont en train de reprendre du poil de la bête, mettent en place une stratégie de coagulation, puisque c'est le terme qui revient le plus souvent, de convergence des luttes. Et on le voit, la journée test sera celle du 22 mai, puisque les 9 organisations syndicales, pour l'instant, sont sur un front commun pour porter un dialogue uni face au gouvernement. Donc on est vraiment dans une repolitisation du conflit social à laquelle on n'avait pas assisté précédemment. Je mets de côté Notre-Dame-des-Landes, et je suis d'accord avec Madame Germont, c'est un problème de maintien de l'ordre, le problème a été résolu, aujourd'hui la crise est derrière le gouvernement. En revanche, SNCF, Université, Air France et peut-être RATP sont là des bastions du syndicalisme qui peuvent être réactivés par ce front commun face à un gouvernement qui peine à expliquer les réformes qu'il veut mettre en œuvre et surtout qui peine à montrer une méthodologie qui soit ouverte au dialogue social. Et le problème, c'est que tous ces mouvements pourraient effectivement peser sur l'économie française. Vous en avez un petit peu parlé, Alexia Germont. La grève à la SNCF commencerait par exemple à coûter cher aux entreprises, avoir un impact sur le tourisme. C'est en tout cas le discours de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, était l'invité de nos confrères d'Europe 1. Les mouvements sociaux ont un impact sur la croissance. C'est un impact qui est limité, qu'on ne peut pas mesurer aujourd'hui, mais on voit déjà dans certains secteurs d'activité, dans les réservations d'hôtellerie, dans les transports, dans la présence de touristes, que ça commence à avoir un impact. Florent Vadillo, est-ce qu'on est là dans une menace un petit peu pour faire peur, une menace d'ordre politique, ou est-ce que la menace est réelle ? Je trouve l'argument un peu fallacieux, pour être tout à fait honnête. D'abord parce que Bruno Le Maire avance l'argument, puis le retire en disant que ce n'est pas vraiment quantifiable. Au demeurant, si on se lance sur cet exercice de quantification, on va avoir du mal à le faire parce que le mois de mai est un mois de pont avec la possibilité d'avoir un très long pont, ce qui fait qu'on n'arrivera pas à faire le distinguo entre ce qui relève des conflits sociaux et ce qui relève en réalité d'un mois de mai un peu chargé au niveau pont. Néanmoins, il est vrai que les entreprises peuvent mesurer leur activité commerciale, la baisse d'activité, la baisse de réservation. Pour autant, est-ce que cet argument doit être mis en avant dans des conflits sociaux où on est sur des acquis sociaux, sur la défense d'un modèle social, du service public? Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Cet argument économique ne vient pas vraiment s'insérer dans une démarche sereine et d'ouverture au dialogue social. Donc l'idée, c'est potentiellement de faire peur un petit peu à l'opinion.
Deux éléments de réponse pour rebondir sur, en matière de tourisme, en matière économique. Là, on va vraiment voir, puisque ce sont des ponts, on devrait avoir une activité au mois de mai qui était au contraire très attendue, des hôteliers, du secteur du tourisme en général. Je crois surtout qu'au-delà de l'aspect économique, il faut rappeler que c'est quand même un enjeu colossal pour le président Macron. Bon, bien sûr en interne, mais au niveau national, mais ça tout le monde le visualise. Mais pour faire le lien avec le sujet qui avait été traité précédemment, par rapport à son projet de relance européenne. C'est-à-dire que si il souhaite être crédible à un moment où l'Europe a quand même des difficultés à rebondir, on avait eu un petit espoir au début du quinquennat, là aujourd'hui on se retrouve avec quand même une émergence de projets eurosceptiques à la fois en Hongrie, en Italie, bon, en Autriche, avec la coalition Merkel qui regarde avec un peu plus de distance l'envie de réformes en matière européenne. Si le président Macron ne va pas au bout des réformes en France, il perdra sa crédibilité alors qu'il a, dans un an, une élection évidemment européenne à mi-mandat où il y aura quand même et ça lui a été rappelé d'ailleurs par des parlementaires cet après-midi à Strasbourg. Il y a deux autres frondes qui prennent forme et qui s'organisent doucement, peut-être d'ailleurs encore plus dangereuses pour le gouvernement, des frondes parlementaires dans les rangs de La République En Marche où la loi Asile et Immigration passe décidément très mal et la colère des présidents des deux chambres contre la réforme des institutions. Écoutez d'abord Gérard Larcher, le président du Sénat, c'était ce matin sur RTL. C'est pas un avertissement, c'est que la révision constitutionnelle ne pourra pas se faire sur l'abaissement des pouvoirs du Parlement. Et je dis, ça, c'est pas possible. J'ai même lu ce matin que François de Rugy était sur une ligne comparable à moi-même. Et en effet, ce sont nos confrères du Parisien qui évoquent ce matin la colère de François de Rugy, président de l'Assemblée nationale. Fronde parlementaire plus fronde qui vient des rangs d'En Marche. Double fronde, autrement plus dangereuse, oui ou non? Florent Vadillo. Oui, parce que le président de la République a construit son projet politique sur le rassemblement de différentes sensibilités politiques. Oui. On voit là que ce rassemblement, sur des textes assez emblématiques, le budget aurait pu l'être, ça n'a pas été le cas, mais sur un texte asile-immigration, ce rassemblement peine. Il peine d'autant plus qu'en matière de révision constitutionnelle, le gouvernement a une vision du Parlement qui est un Parlement assez corseté. On est dans vraiment l'orthodoxie de la Ve République sur du parlementarisme rationalisé, ce qui fait qu'une majorité pléthorique qui a des états d'âme avec un rôle amoindri, tout cela crée cette fois-ci une convergence des luttes en quelque sorte, là encore, qui objectivement est assez explosive. Ajoutons à cela que le président du groupe En Marche, Richard Ferrand, est plutôt débordé depuis le début, depuis son élection, sur sa manière de gérer les sensibilités. Oui, ce qu'on a envie d'appeler les frondeurs, même s'il refuse ce terme. Et au-delà de ça, je pense vraiment qu'au-delà de frondeurs, parce que pour l'instant c'est plutôt un mal-être, un malaise que de la fronde, mais il maltraite un peu tous les parlementaires, il a une vision assez caporaliste de ce qu'est un groupe majoritaire. Ça commence à tiquer dans les rangs de la majorité, donc il n'en faudrait pas beaucoup plus pour que des premières voix réussissent à exister politiquement dans la contestation d'une ligne qui est peu discutée, il faut le dire. Or, Emmanuel Macron a été traumatisé par cette fronde qui a frappé Manuel Valls et François Hollande, Alexia Gérard. Oui, mais on peut avoir une analyse, je crois, complémentaire. C'est-à-dire que sur la partie loi asile et immigration, la position de Gérard Larcher, c'est une prise de distance. Et il est dans son rôle parce qu'il souhaite effectivement un Parlement fort qui contrôle et qui débatte. Bon. Sur la partie réforme constitutionnelle, effectivement, la prise de parole de François de Rugy, c'est plus, moi je le lirais plus comme un rappel à l'ordre. Et un rappel à l'ordre à ce moment-là qui n'est pas adressé au président de la République, mais plus à Édouard Philippe. Parce que si on va dans le détail de ce qu'il a dit, il dit le texte qui a été transmis au Conseil d'État n'est pas celui sur lequel nous nous étions en quelque sorte mis d'accord sous l'autorité du président de la République. Et il faut d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous disiez, il faut d'ailleurs mettre en perspective effectivement le rôle de Richard Ferrand, qui a rappelé la devise de la majorité, c'est-à-dire liberté dans le débat, mais unité dans le vote. Et donc on attend aujourd'hui une dizaine de voix dissonantes, dont à peu près 2 voix contre et le reste en étant en abstention. Et en contre-photographie, on voit bien que ça signifie potentiellement l'exclusion.
Et je vous rappelle quand même qu'il y a dans cette réforme constitutionnelle le fait qu'on réduise le nombre de parlementaires. Voilà, donc un peu de réflexion pour chacun. L'exclusion aurait en mécanique tectonique une conséquence assez lourde parce qu'elle créerait la condition d'un potentiel groupe parlementaire supplémentaire dont je pense que Manuel Valls adorerait prendre la tête. Donc j'attends encore de voir... Et qui affaiblirait évidemment la majorité. Et je ne sais pas si c'est l'intérêt d'aller jusqu'à l'exclusion. On menace beaucoup jusqu'à passer aux actes. Je pense qu'il y a une autre paire de manches. Et on en vient au dernier thème de ce match, c'est la relance des emplois francs, une promesse de campagne d'Emmanuel Macron à destination des quartiers populaires. Pas moins de 3 membres du gouvernement ont fait le déplacement à Clichy-sous-Bois cet après-midi pour lancer la nouvelle formule. Muriel Pénicaud, accompagnée de Jacques Mézard et de Julien de Normandie. Je rappelle le principe des aides financières aux entreprises qui embauchent des chômeurs de banlieue défavorisés. Le dispositif avait fait un flop sous François Hollande. Pourquoi ça marcherait cette fois ? Parce qu'il est conçu différemment. Il y a 2 choses qui paraissent effectivement intéressantes. La première, c'est que c'est un test. Et je trouve que cette idée assez pragmatique de tester d'expérimenter pendant 1 an sur des territoires qui ont été pris, je crois qu'il y en a 7. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le dispositif a été simplifié. Pourquoi ? Parce qu'en 2013, il fallait avoir des conditions d'âge, il fallait avoir des critères très précis, voire moins de 30 ans, mais surtout, il fallait créer l'emploi dans le quartier dit difficile. Aujourd'hui, le dispositif tel qu'il est conçu est plus simple, c'est-à-dire que dès lors que vous êtes à Pôle emploi et que vous habitez un quartier dit difficile, dans le plan de la ville, à ce moment-là, vous êtes éligible. Et les entrepreneurs ont l'air d'être assez friands de ce type de dispositif, d'autant que les aides qui sont proposées sont des aides qui sont conséquentes. On parle de 5 000 € pour un CDI maximum par an, mais renouvelable sur 2 ans. Donc ce sont les emplois francs de François Hollande, mais en mieux. L'avantage du nouveau monde, c'est qu'il bénéficie de l'expérience de l'ancien. C'est toute la politique d'Emmanuel Macron. Exactement. Donc on ne réinvente pas toujours la roue. Là, il a expertisé un dispositif qui avait effectivement connu des vicissitudes. Il l'améliore sur des points de méthodologie qui sont importantes. La philosophie est la même. On verra ce que ça donne, mais je rejoins Alexia Germont. L'expérimentation, l'amélioration du dispositif, ça va dans le bon sens, surtout que le problème des banlieues françaises, c'est qu'elles souffrent d'un taux de chômage qui est absolument colossal. Mais j'allais vous le dire, j'ai les chiffres. L'OFCE nous dit que, évidemment, ça varie beaucoup en fonction des banlieues, mais cela va de 7,8% à 54,5% de taux de chômage. C'est colossal. Et on ne peut pas imaginer une action dans ces quartiers-là, c'est-à-dire une politique de la ville, une politique de l'emploi, si tous les clignotants ne sont pas au vert en quelque sorte. Et donc cette politique de l'emploi, elle sera déterminante. Si elle fonctionne, ça sera le début vraiment d'une politique plus large sur cette périphéricité qui existe dans nos villes, ces banlieues, qui aujourd'hui sont quand même le creuset de tous les problèmes économiques et sociaux. D'autant qu'il y a le plan Borloo qu'on attend toujours, qu'il est censé donner à Emmanuel Macron et dont on n'a aucune piste pour l'instant, mais a priori, un plan de bataille. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Dans un instant, c'est l'entretien du jour. Nous allons recevoir Véronique Poulain. C'est son histoire qui avait inspiré la famille Bélier. Elle nous parlera de l'isolement des personnes sourdes en France, du niveau d'illettrisme et du chômage qui va avec. Comment améliorer les choses ? Nous lui poserons cette question juste après une courte pause. À tout de suite. Le PS est-il mort ou l'a-t-on simplement enterré un peu vite, comme dit Olivier Faure, le nouveau premier secrétaire? Quel opposant sera-t-il alors que François Hollande tire ses flèches également? Et quels mots, quel discours pour le parti à la rose que certains ne reconnaissent plus? Cette semaine, nous déshabillons, nous effeuillons en tout bien, tout honneur, le Parti socialiste. Déshabillons-les, ce soir à 23h sur Public Sénat. Macron, t'as dit qu'il n'y avait aucune école qui fermerait en milieu rural. C'est honteux. Le territoire inégal. Tout pour les villes et rien pour le milieu rural. Aujourd'hui, on va nous fermer une classe et l'année prochaine, on fermera
l'école. On devrait vraiment replacer l'intérêt de l'enfant au cœur du débat, ce qui n'a pas été fait par les représentants de l'éducation nationale. Pour un maire et pour des élus municipaux qui se défoncent pour avoir une école dans leur commune, il est certain que c'est très désarmant et que ça peut mettre un peu en colère, mais un peu beaucoup même. Écoutez bien, monsieur le ministre, les petits écoliers des champs ne seraient-ils pas égaux en droit à ceux des villes ? Sénat en action, demain à 23h sur Public Sénat. De retour dans On va plus loin pour l'entretien du jour. Et ce soir, nous recevons Véronique Poulain. Bonsoir. Vous êtes écrivain, vous êtes notamment l'auteur de ce livre, Les mots qu'on ne me dit pas. Votre histoire a inspiré le film La famille Bélier qui a touché des millions de Français. Toucher les Français, c'est une première étape, mais j'imagine que ce n'est qu'une étape. Le film est sorti il y a 3 ans et demi. Est-ce que vous diriez qu'il a un tout petit peu changé le regard de la société sur les sourds et malentendants ? Je ne suis pas sûre qu'il ait changé le regard, il a démocratisé la chose. C'est-à-dire que ça se démocratise de plus en plus depuis les années 80, depuis ce qu'on appelle, ce qu'il y a eu le réveil sourd dans les années 80, qui a été une période formidable où les sourds ont décidé que ça suffisait, qu'il fallait que ça change. À partir de quoi? Que s'est-il passé? Il y a eu un Américain qui s'appelle, un metteur en scène américain sourd, qui est venu en France avec un interprète et qui a vu la situation en France où il n'y avait rien, il n'y avait pas d'interprète, c'était les enfants qui faisaient pour leurs parents, il n'y avait rien. Et il a dit, mais comment c'est possible? Il faut se bouger, il faut faire. Enfin, vous n'allez pas rester là, les invisibles, toute votre vie. Et donc, tout un groupe, dont mes parents, mon oncle, etc., tout le monde s'est engouffré. Ils ont monté un théâtre, ils ont monté des cours de langue des signes, ils ont enseigné la langue des signes. Donc, il y a eu des interprètes qui ont commencé à pouvoir se former. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a Absolument. partout. Il y a des... Et ça, moi, ce à quoi j'ai assisté à l'époque, c'est que dans mon livre, je parle beaucoup de mes parents avant 80, c'est-à-dire je suis petite et tout le monde les regarde dans la rue, tout le monde rigole, tout le monde qu'est-ce que c'est, il est mongolien celui-là ou quoi, parce que c'était vraiment les mots qui étaient employés, c'était ça. Ouais, tout depuis la nuit des temps, ils sont un peu considérés comme des attardés en fait. C'est un film qui ne voulait surtout pas susciter la pitié pour les sourds, surtout pas de misérabilisme. Ça aussi, c'est un message que vous portez. C'est un message que je porte dans mon livre parce que moi, je l'ai vécu donc en direct avec mes parents, élevés par des sourds, famille de sourds. Et depuis que je suis petite, on porte sur moi parfois un regard un peu de pitié, quoi. Pauvre petite, quoi. Pauvre petite, c'est pas trop dur. Alors que vous l'avez pas du tout vécu comme ça. Vous ne vous êtes jamais senti... je pense qu'il y a eu des moments... Vous n'êtes jamais apitoyé sur votre sort? Non, quand même, c'est pas facile? Non. Non, je pense que j'ai eu une carence de communication, effectivement. J'aurais voulu pouvoir parler facilement avec mes parents. C'est-à-dire, j'aurais voulu rentrer, salut, Edouard, ce que j'ai fait. Bon, c'était pas aussi simple. Mais je crois que ce qui a été le plus dur pour moi, je me rends compte que maintenant, c'est pas tellement de pas parler avec eux, parce que j'avais quand même la langue des signes, mais c'est de pas être entendu. C'est très étrange. Je me rends compte que quand on ne m'entend pas, je dis rien, hein, je fais comme si tout allait bien, mais en moi il y a une violence. Mais tu entends ce que je dis? Et moi je vous entends sur ce plateau en tout cas, rassurez-vous. Selon l'association Signes et Paroles, près de 10% de la population française est sourde et malentendante. C'est un chiffre qui m'a frappé. Est-ce que c'est un chiffre qui vous paraît proche de la réalité? Non, je pense que c'est compliqué de savoir moi je connais pas le chiffre. Ils englobent tout. Ils englobent ceux qui n'entendent pas très bien, les vieux qui deviennent sourds, les sourds de naissance, Ils englobent vraiment... Et pour vous, il faut faire la différence? C'est pas qu'il faut faire la différence, c'est qu'un vieillard qui est sourd ne peut pas être comptabilisé dans... Il devient sourd, donc c'est pas un sourd qui... de naissance. Un sourd de naissance. Ouais. Là où il faut faire la différence, c'est que, oui, il faut qu'il ait accès à une éducation... particulière. Bah oui. Il y a d'autres chiffres assez effarants. Plus d'un tiers des sourds et malentendants sont inactifs et 80% des sourds et malentendants seraient illettrés. Est-ce que tout cela crée un isolement, un repli sur soi qui est inévitable? Et j'allais même dire peut-être
le mot va peut-être vous choquer, mais une communauté des sourds. Ah, il y a une communauté des sourds. Il y a une communauté des vachement sourds. forte. Hein. Mais de toute façon, ils ont tellement l'habitude que rien n'a été fait pour eux que quand ils peuvent se retrouver, ils se retrouvent. Hein. Vous dites, il se passe quelque chose avec un sourd quelque part. Sur Facebook maintenant en plus, tout le monde y va, hein, c'est très suivi, il y a une communauté. Quant à l'illettrisme, bah oui, je crois que, alors je suis pas super spécialiste, hein, mais il y a un problème d'éducation concernant les sourds, c'est sûr. Et un problème d'accès. Il faudrait beaucoup plus, il faudrait qu'on puisse leur enseigner en langue des signes, faire des cours en langue des signes, donc des écoles bilingues. Je crois que les écoles bilingues en France, jusqu'au lycée, hein, jusqu'au bac, pardon, il y en a 2 ou 3, enfin c'est rien, quoi. Il faudrait que ça soit systématique. Et un problème d'accès à l'emploi aussi, ça n'a pas du tout été le cas de vos parents, vous? Non, mes parents, alors déjà, bon, c'était les années 70, il y avait du travail. Mon père était ouvrier, ma mère était mécanographe, j'ai jamais vraiment bien compris ce qu'elle faisait, des trous dans des cartes, c'était l'ancêtre de l'ordinateur, a priori. Et mon père, il était ajusteur. C'était un des rares métiers auxquels les sourds avaient accès. Il n'y avait pas grand-chose, hein, comme les menuisiers, cordonniers, ajusteurs, peintres ou, je sais plus, soudeurs, un truc comme ça. Donc lui, il était ajusteur. Et puis, il y a eu cette histoire de réveil sourd, c'est-à-dire que quand l'Américain est arrivé en disant on va faire un théâtre, on va faire, mon père, il a commencé, en plus de son travail d'ouvrier, à donner des cours de langue des signes à des entendants. Et puis, au bout de 3 ans, je crois qu'ils ont été en mesure de payer les gens. Donc, à ce moment-là, il est devenu prof à plein temps. Ça, c'est une vraie question. Est-ce que, selon vous, il faudrait, pour mieux intégrer les sourds et malentendants dans notre société, qu'on se mette tous à apprendre la langue des signes? Si c'est possible, ça serait génial. Déjà, pour nous, ça serait formidable. Ça, c'est quelque chose qui changerait vraiment la vie des sourds et malentendants? C'est ce qu'ils veulent, eux. Oui, c'est une de leurs revendications. Oui, je sais. Mais oui, ça changerait tout, parce il n'y aurait plus de problème de communication. C'est un vrai problème de ne pas pouvoir... Je veux dire que les spécialistes entendants disent que la surdité est le plus grave des handicaps, parce que justement, on est dans son monde, on n'entend pas les autres, et on a toujours besoin de quelqu'un pour comprendre ce que dit l'autre. Ils ont toujours besoin d'un interprète, sinon un sourd tout seul dans un dîner d'entendants, il est comme un con, enfin, il est là. Qui regarde ce qui se passe et il comprend rien et il ne sait rien et on fait pas l'effort, on fait l'effort 5 minutes puis au bout d'un moment ça va. Bon. Et puis c'est usant. C'est usant. Donc si tout le monde parlait la langue des signes, il y aurait plus ce problème-là. Et les sourds, eux, ils se considèrent pas comme handicapés, par exemple. Enfin, ceux qui sont nés sourds, ils savent pas ce qu'entendre veut dire, donc pour eux c'est pas un problème. C'est nous qui devrions nous adapter à eux. Et moi je suis entre les deux, c'est-à-dire que idéalement, si tout le monde pouvait apprendre la langue des signes. Mais vous savez qu'il y a des programmes en crèche où on apprend aux bébés la langue des signes parce que un bébé à 8 mois, il est capable de comprendre les signes et il est capable de parler, de s'exprimer. Ça peut se mettre en place très tôt. Dodo. Donc les parents, ils adorent ça, les parents entendants, avec leurs enfants entendants, parce qu'ils savent au moins ce qu'a leur enfant quand il pleure. J'ai faim, manger. Bon, c'est tout bête, mais je pense que oui, ça serait... Il y a eu une loi, la loi du 11 février 2005, qui reconnaît la langue des signes comme une langue à part entière. On s'est demandé si ça avait changé quelque chose dans la vie des sourds. Est-ce que cette forme de reconnaissance qui passe par la loi, elle est aussi importante ou est-ce que finalement elle ne change rien? Je crois qu'elle a été, pour nous, entendants, elle ne change rien. Pour eux, je crois que ça a été vraiment hyper symbolique et hyper fondamental parce que jusqu'à présent, on parlait de le langage des sourds muets, le langage des sourds, le langage des signes, et puis à un moment il y a eu non, c'est une langue, donc je trouve pas mes mots ce soir, mais en tout cas ça vous gratifie, c'est une langue, c'est pas un langage, c'est pas un dialecte d'handicapés, justement, de personnes handicapées. Oui, c'est une langue, donc la langue des signes, c'est comme ça et maintenant voilà. Et est-ce que vous avez le sentiment, vous et vos proches et vos parents, que la loi protège suffisamment les personnes qui ont des problèmes de surdité, sourds et malentendants, ou est-ce que vous dites heureusement qu'il y a des associations et sans elles on n'y arriverait pas? Moi je pense que heureusement qu'il y a des associations, mais on n'est vraiment pas rendu, en fait. Je crois que le gros problème aujourd'hui c'est l'école.
c'est l'école. Mais je suis pas, une fois de plus, je voudrais pas vous dire des bêtises. Je crois que les sourds, il y a des profs sourds. Non, vous pouvez nous faire part d'un ressenti, d'une communauté que vous connaissez. Ouais, moi je pense qu'il devrait y avoir beaucoup plus de sourds qui puissent accéder au statut de professeur. Parce que je crois qu'ils dépendent du ministère de la Santé et pas de l'Éducation nationale. Enfin, il y a un truc, un bazar comme ça. Mais je vois pas pourquoi un enfant sourd n'aurait pas un professeur sourd qui lui enseigne. Alors pour le français, évidemment non, mais il faut qu'il lui enseigne l'histoire, la géographie, les maths, tout ce qui en langue des signes. Pourquoi ça serait forcément un interprète qui viendrait traduire un entendant? Et j'ai été surprise de voir aussi sur le site du CSA qu'il n'y avait aucune obligation pour les chaînes de traduire en langue des signes et que c'est une initiative propre liée à chaque chaîne. Ça vous choque, ça vous... Service public peut-être qui s'est... Eh ben, même pas, en tout cas pas sur le site du CSA. Aucune obligation pour les chaînes de télévision de traduire les émissions en langue des signes. Ouais. Bah oui, ça me choque. Je sais que ça coûte d'autre part très cher, mais ça me choque, ouais. On est vachement loin derrière les États-Unis quand même. Vous voyez Obama. Enfin, je dis Obama parce que je regardais, mais pas Trump, je ne regarde pas. Mais Obama, quand il se déplaçait, il avait un interprète greffé à sa jambe, tout le temps, en pied en plus. Parce que le médaillon, c'est pas tout à fait... Bon, après, il y a des... Quand on voit la personne debout, on voit son corps bouger, donc c'est plus subtil. Et je précise effectivement, avant de terminer, que Public Sénat met en place la traduction en langue des signes à partir de jeudi, lors de la diffusion des questions au gouvernement. Parce que, par exemple, les sourds, Public Sénat, s'il y a en langue des signes, ils vont tous être devant leur poste. Ils vont pouvoir suivre les questions au gouvernement qu'on diffuse en exclusivité. Merci infiniment, en tout cas, Véronique Poulain, d'avoir été notre invitée ce soir dans cet entretien du jour. C'est la fin de cette émission, vous l'avez compris. On se retrouve demain à la même heure sur Public Sénat, publicsénat.fr pour plus d'infos et puis pour les émissions en replay. L'invité de Territoire d'Info demain, c'est Claude Malhuret, sénateur de l'Allier, président du groupe Les Indépendants, République et Territoire. Très bonne soirée, restez au cœur du débat.